Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions d'être présents et présentes en cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Nous sommes ravis et honorés d'accueillir à cette occasion Madame Brigitte Roche-Flandet, docteure en histoire des mentalités, qui va animer cette conférence qui a pour intitulé « Comprendre l'origine des non-droits des femmes pour mieux les combattre ». Bonjour, merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes dans des circonstances un peu particulières, ce qui fait que la plupart des CIDFF de notre région n'ont pu organiser ni animer le type de rencontres et d'actions qu'ils font habituellement, et nous sommes réunis au bureau de la fédération régionale et avec les responsables et les équipes pour souhaiter et réfléchir à proposer une action commune. Il nous a paru important de nous recentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire, voilà, on parle des droits, et avant qu'il y ait les droits, il y avait des non-droits. Ça, c'est l'idée de Madame Roche-Flandet, et on a trouvé que c'était un a priori original et intéressant pour réaborder ces questions-là. Les CIDFF, donc Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, ont une mission d'intérêt général qui est confiée par l'État. Nous sommes organisés en fédération régionale et nous sommes organisés en fédération nationale. Quelles sont nos missions? D'abord, informer les femmes et les familles sur leurs droits, favoriser l'autonomie sociale et professionnelle et personnelle des femmes, promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et prévenir et lutter contre les stéréotypes sexistes et les violences sexistes et sexuelles. Donc, dans les différents départements, nous avons 53 lieux de permanence dans lesquels interviennent des équipes de juristes, de psychologues qui accueillent et soutiennent les femmes victimes de violences et les informent sur leurs droits. Il y a aussi spécialement, uniquement en Indre-et-Loire, une action dirigée vers le soutien psychologique des enfants co-victimes de violences conjugales. Nous intervenons avec des entretiens individuels, gratuits et anonymes. Et nous avons aussi un nombre assez important d'actions collectives de sensibilisation et de formation, soit en direction des scolaires, soit en direction des professionnels. Donc, on ne va pas vous occuper plus longtemps, mais il était important de quand même baliser un peu ce que nous sommes et ce pourquoi nous avons organisé cette journée. Et donc maintenant, on va passer la parole à Brigitte Roche-Flandet. Merci, merci. Donc aujourd'hui, pour le 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, j'ai proposé de comprendre l'origine des non-droits imposés aux femmes pour mieux les combattre. Ce sera donc une analyse historique, puisque je suis historienne, docteure en histoire des mentalités, spécialiste de la chasse aux sorcières, de la répression de la sorcellerie. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que, en effet, pour mieux lutter contre les injustices, contre les inégalités, pour les déconstruire, il faut comprendre leur origine, leur construction, leur mise en place, leur évolution. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé une analyse historique. Cette historique, elle va partir de l'Antiquité classique, puis elle va concerner l'Europe chrétienne du Moyen-Âge, de la Renaissance et du siècle des Lumières, et ça ira jusqu'à nos jours. Alors, pourquoi une temporalité si ancienne, si antique, puisque je remonte à la Grèce antique? C'est parce que l'Europe est fille de l'Antiquité et l'Europe est fille du christianisme. Nous sommes tous et toutes des enfants de l'Antiquité classique et de l'Europe chrétienne. Après, ce n'est pas une notion de croyance, mais nous sommes marqués dans nos mentalités par tous les dictats que l'Antiquité classique et la religion chrétienne nous a imposés. En particulier de l'Antiquité
classique, nous avons été impactés par la philosophie, c'est l'Antiquité qui invente la philosophie, par la politique, c'est l'Antiquité grecque qui invente la démocratie, l'impérialisme, la République, et puis ensuite, au temps chrétien, donc les théologiens, les docteurs de l'Église ont laissé des discours fort influençant les mentalités, si bien que, je me répète, mais la pensée classique et la pensée chrétienne ont constitué un corpus d'idées qui impacte notre société, qui l'a beaucoup impacté, mais qui l'impacte encore sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors, pour débuter notre cheminement sur les non-droits des femmes, on va se poser une question, c'est la question du droit de vivre des femmes. Alors, en général, cette question, donc j'ai mis pas toujours, oui, les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vivre. En général, cette question du droit de vivre ou du non-droit de vivre pour les filles, donc l'infanticide acté sur les petites filles, les nouveau-nés filles, je la traite plutôt le jour du 25 novembre dans le cadre des violences faites aux femmes, mais j'ai choisi de débuter cette conférence par ce sujet pour bien que l'on comprenne que si une société accepte de tuer légalement des petites filles, donc de faire des infanticides légaux, je parle légaux, ou traditionnels, ce qui est le summum de la violence, eh bien cette société, elle va plus facilement accepter d'imposer des non-droits aux femmes ou des injonctions. Alors, les petites filles peuvent mourir. Alors, c'est quoi ce drame qui a marqué nos ancêtres? Dans la tradition antique classique, à l'an 1000 avant notre ère, en effet, l'Antiquité classique va autoriser l'assassinat des fillettes à la naissance. Pas quand elles ont 6-7 ans, c'est vraiment le jour de la naissance que ces fillettes vont être tuées ou abandonnées. Alors, avant de décrire comment cela se passait dans les temps classiques, on peut aussi affirmer que les chercheurs, les préhistoriens pensent que dans les temps préhistoriques, l'homme de Néandertal, l'Homo sapiens, ne tue pas les petites filles. Si on avait tué les petites filles à cette époque-là, nous ne serions peut-être pas là. Mais c'est justement avec la société classique antique, la société qui a une certaine religion et surtout qui possède l'écriture, qui possède une organisation, que cette tradition va se mettre en place. Il faut savoir que la société grecque, la civilisation antique grecque est une société extrêmement brillante. Elle possède l'écriture, elle est polythéiste, mais c'est une société également très guerrière et très misogyne. Et sous l'Antiquité classique se met en place un paradigme, c'est le modèle du fils préféré. Autre petit détail très important, c'est que dans la société grecque antique, on a des petites familles, on n'est pas du tout à des familles de 12 enfants. La contraception, comme on pouvait la faire à cette époque, et l'avortement, ces deux choses étaient totalement autorisées par les autorités, par les citoyens sur les femmes. Donc, on veut des petites familles, 3 ans maximum. Donc, quand un enfant naissait dans l'Antiquité grecque, dans une famille d'hommes libres, parce que dans l'Antiquité grecque, il y a les hommes libres, les citoyens, il y a l'entre-deux. Donc, quand un enfant naissait, l'enfant était arraché à sa mère, on ne lui montrait pas, on ne lui disait pas si c'était une fille ou un garçon, et on allait présenter cet enfant non lavé au père. Donc, le nouveau-né pouvait provenir de l'épouse légitime, d'une concubine ou d'une esclave, puisque à cette époque-là, les citoyens pouvaient avoir plus une épouse, mais aussi d'autres femmes, sans problème. Donc, c'était le père qui décidait du sort de l'enfant, que ça soit sa femme légitime, que ça soit une concubine ou une esclave. C'est ça qui est assez intéressant. Et donc, c'est lui qui va dire qu'on le fasse périr ou qu'on l'abandonne. Et donc, l'enfant qui était abandonné, qui était destiné à mourir, était confié aux matrones, ce n'était pas le père qui allait s'en occuper, la mère n'intervenait pas, elle n'avait pas le droit de regard sur cet enfant, il était abandonné, donc on dit qu'on le fasse périr ou qu'on l'abandonne parce qu'on ne le lavait pas, on le mettait dans une urne ou dans un panier et on le laissait comme ça au bord du chemin, donc parfois il y avait des chiens, il y avait des rats, ou alors il pouvait mourir de froid, de faim, il n'était pas nourri, et puis il y avait parfois des personnes qui récupéraient ces enfants pour en faire par la suite des enfants prostitués,
parce que la prostitution était autorisée dans l'Antiquité, aussi bien pour les garçons que les filles. Alors, on se pose la question, cet enfant que l'on va faire périr, qui est-ce? Eh bien, Poséidopos, au IVe siècle, nous renseigne. Il nous dit, un fils, n'importe quel père l'élève, même s'il est pauvre. Une fille, on l'expose, même si on est riche. Donc, ça veut bien dire qu'on abandonne les petites filles. On ne veut pas, on préfère avoir des garçons que des filles. Alors, évidemment qu'il y a eu des filles quand même qui ont été conservées puisque la civilisation grecque s'est poursuivie. Donc, c'est bien un choix genré qui est extrêmement lié au discours stéréotype avancé par les plus grands philosophes par rapport aux femmes. Il faut savoir que les Grecs tenaient des malheurs de la société une femme qui s'appelait Pandore, puisque dans la mythologie grecque, il y a une femme qui s'appelle Pandore, qui arrive au milieu des hommes. Il n'y a absolument pas d'homme lorsque Pandore arrive sur Terre. Elle a été envoyée par les dieux, et puis c'est elle qui va ouvrir une urne, la boîte de Pandore, et c'est elle qui va libérer tous les maux. Donc pour les Grecs, ça rappelle quelque chose, hein, ça annonce quelque chose d'autre. Donc pour les Grecs, les femmes sont des êtres dangereux, elles sont coupables. Alors, il faut également dire qu'on pouvait abandonner des petits garçons s'ils étaient trop maigres ou s'ils étaient handicapés. La société grecque est une société qui aime la beauté, on le voit bien dans les sculptures. Les Romains, eux, vont succéder aux antiques Grecs. Ils vont reprendre tous les stéréotypes sur les femmes et puis tous les stéréotypes aussi sur la force des garçons. Ils vont reprendre également cette technique de l'abandonner, mais ils vont quand même commencer à se poser des questions, puisque l'Empire romain va débuter à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il y a déjà des théories qui sont annoncées. On connaît la Bible, l'Ancien Testament, bien sûr, le Christ n'est pas encore là. Et puis, il y a des philosophes romains, comme les stoïciens, qui vont influencer et qui vont se poser sur la question de la vie ou de la mort des gens. Donc, on voit que les Grecs sont un petit peu plus partagés que les Romains sont plus partagés que les Grecs. Arrive le christianisme. Là, c'est un grand bouleversement, puisque le christianisme est né avec la naissance du Christ, l'an 0, et puis il devient religion d'État au IVe siècle. Donc, les théologiens, à partir du IVe siècle, vont écrire des choses qui vont être lues. Ils connaissent parfaitement l'Antiquité classique, les théologiens. Ils connaissent tous les écrits des grands philosophes grecs. Ils vont reprendre exactement les mêmes idées négatives par rapport aux femmes, mais une chose va totalement changer, c'est que pour les chrétiens, pour le christianisme, l'enfant, qu'il soit une fille ou qu'il soit un garçon, est un don de Dieu, donc elle ou il doit vivre. Pour le christianisme, pour l'Église, il faut faire des petits chrétiens et des petites chrétiennes, il faut procréer, donc que l'enfant soit handicapé ou non, il ne faut pas l'abandonner, il ne faut pas le tuer. C'est pour ça qu'on va faire des tours à partir même du 5e siècle dans les villes pour que les enfants soient placés dans des caisses pour qu'ils ne meurent pas dans la rue. Et puis en plus, le christianisme interdit l'avortement et la contraception. Et surtout, donc Rome, en interdisant l'infanticide des filles, puis même des garçons, ou l'abandon pour des causes religieuses, puisque ces enfants sont des dons de Dieu, eh bien, ces interdits proférés par l'Église vont beaucoup influencer la justice royale, toutes les justices des princes, des empereurs, des rois. Donc, les infanticides vont devenir des crimes. Et il va y avoir, évidemment qu'il va y avoir des infanticides dès le Moyen-Âge, dès le IVe siècle jusqu'au XIXe siècle, mais ce ne sont pas des infanticides genrés. Quand on a des infanticides au Moyen-Âge, c'est tout simplement, ou au XIXe, c'est parce que ce sont des filles célibataires, des mères célibataires qui ont, sous le poids de la morale chrétienne, sous le poids de la honte, tuent leurs enfants, mais qu'ils soient un garçon ou une fille, ça ne change rien. Donc, c'est très, très différent. Donc, on voit bien qu'on ne tue pas les petites filles, mais il va quand même y avoir quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'il va y avoir toujours un favoritisme très genré dans la société chrétienne. Alors, ça veut dire quoi?
Bien, le paradigme du fils préféré est passé de la société grecque à la société romaine et à la société chrétienne. Et on va le voir, en fait, ce favoritisme genré dans des petits détails dès la naissance ou dans la vie quotidienne. Par exemple, on sait qu'au Moyen-Âge, ou même jusqu'au XVIIIe siècle, à partir du XVIIIe siècle, Rousseau étant passé par là, ça va un petit peu changer. On allaite beaucoup plus les garçons, on peut les allaiter pendant 2 ans, que les filles qui sont allaitées beaucoup moins longtemps, pendant 6 mois. Alors pourquoi c'est du favoritisme? Parce qu'un nouveau-né, plus il est allaité longtemps, plus il a des chances de survie, plus il est costaud, plus il est robuste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit qu'aux femmes, qu'il faut qu'elles allaitent. Hein. C'est une injonction, mais autrefois, ça se faisait comme ça. Alors que les petites filles, on va les allaiter que 6 mois et ensuite, on va les passer au lait de vache. Et c'est beaucoup plus dangereux, le lait de vache, parce que ça peut créer des dysenteries où les petites filles pouvaient mourir. Alors, il y a des filles qui ont été allaitées aussi 2 ans. Hein. Il y a toujours des exceptions et toutes les petites filles ne sont pas mortes à cause du lait de vache. Mais cette préférence, donc, genrée, elle va s'inscrire dans les mentalités et elle est très perceptible, par exemple, grâce à des dictons. Bon, les dictons, ça existe depuis le Moyen-Âge, ça existe même chez les Grecs, mais ça révèle tout à fait les mentalités. Et par exemple, au Moyen-Âge, on disait « mieux vaut un fils qu'une fille ». C'est significatif. Hein. Alors, j'en reviens aux infanticides de filles dans le monde contemporain. Aujourd'hui, évidemment, on sait qu'il y a encore quelques infanticides de petites filles en Chine. Bon, alors, en plus, avec la politique de l'enfant unique, les gens voulaient absolument un garçon. Et puis, en Inde, aujourd'hui, on sait aussi que dans certaines zones, il y a des petites filles qui, dès la naissance, sont enlevées à la mère. C'est même la mère qui le fait, elle la met dans la terre, elle lui met de la terre dans la bouche et on l'enterre comme ça. Donc ça, c'est un fait encore réel. Il y a 5 ans, ça existait encore. Alors, avant de continuer, on va passer un petit quiz. À votre avis, aujourd'hui, en France, en 2020, y a-t-il encore une préférence? Donc, est-ce qu'on préfère les filles? Est-ce qu'on préfère avoir un garçon? Ou est-ce qu'on n'a pas de préférence? Donc, il y a quand même une grande majorité qui pense qu'il y a une préférence pour les garçons, donc 60% des personnes. Brigitte, je vous laisse rebondir. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de préférence. On a interrogé plusieurs personnes, plusieurs couples, donc, à peu près. Et donc, en fait, aujourd'hui, en 2020, hein, puisque les pères, d'ailleurs, ça ne les dérange pas du tout d'avoir une fille, mais il n'y a pas vraiment de préférence. Autant les couples aiment bien savoir à l'avance s'ils ont une fille ou un garçon pour préparer, je dirais, la chambre, mais c'est beaucoup moins spécifique qu'avant, hein, parce que faut quand même, donc vous voyez, on évolue quand même, hein, donc, mais évidemment qu'il y a des gens qui voudront avoir absolument un garçon, donc après ça. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est quand même, il y a eu aujourd'hui avec la réalité de ce sondage, on change quand même un peu de paradigme, parce qu'il faut savoir quand même qu'au 19e siècle, quand une fille naissait dans un village, les villageois allaient voir le père pour le féliciter, quand il y avait une naissance. Et quand c'était une fille, on lui présentait ses condoléances. C'est quand même quelque chose de… Et puis, quand on demandait aux femmes au 19e siècle à une femme « Combien avez-vous d'enfants ?» elle pouvait répondre « Je n'en ai pas », alors qu'elle avait 3 filles. Comme si les fils n'existaient pas. Ça, c'est vraiment très significatif. Et puis, en 1950, Lévi-Strauss est donc au Brésil avec des indigènes, et puis il est dans un village, il est avec son équipe, et les villageois donc l'ont accueilli. Et à un moment donné, tous les hommes partent du village, et Lévi-Strauss raconte, voilà comme il raconte, tous les hommes partent, mais les femmes et puis les enfants restent. Il dit, le village tout entier était parti, nous laissant seuls avec les femmes et les enfants. Donc pour lui, même pour Lévi-Strauss, qui est quand même un des summums de l'anthropologie, pour lui, le village, c'était les hommes. Donc, vous voyez, c'est comme quoi on a une notion par rapport à la féminité ou à la masculinité. C'est très, très significatif de la perception de la suprématie du sexe masculin. Donc là, je peux fermer mon sondage? Oui, alors s'il y a encore des participantes qui voient la fenêtre de sondage s'afficher, vous pouvez fermer la fenêtre.
Alors, pourquoi nos ancêtres ont-ils préféré longtemps les fils, les garçons? Donc, c'est lié au discours antique donc, des Grecs et aux théologiens qui vont expliquer eh bien, que le garçon, c'est le bon principe, les garçons, c'est la force, la raison. Alors ça, la raison, ça va revenir sans arrêt. Les hommes ont de la raison, les femmes sont déraisonnables. C'est surtout un garçon, un être complet, puisqu'il a un sexe, c'est un être parfait, parce qu'à cause justement de ce petit bout de chair qui donne toute la vigueur à l'être parfait, c'est le sexe fort, donc, et donc c'est l'héritier, c'est pour ça. Alors que les filles, c'est le mauvais principe, les antiques disent, c'est vraiment le mauvais principe, les filles sont fragiles, elles sont plus menues, elles sont déraisonnables, elles n'ont pas la raison. Évidemment, ce sont des êtres incomplets, il leur manque un petit bout de chair, et on va même dire que c'est un mal raté, puisqu'elles on croyait, on ne savait pas encore, la science et raison ne sont pas passées par là, donc on expliquait la naissance des gens un peu différemment qu'aujourd'hui, et on disait que c'était un mal raté, qu'elle avait mal cuit dans le moule, que le moule avait mal cuit, donc voilà. Ou alors que les femmes, comme on croyait à la réincarnation, eh bien c'était un homme qui n'avait pas obéi aux dieux chez les Grecs et qui avait été réincarné en femme pour punition. Donc, vous voyez, ça va marquer les mentalités. Hein. Donc, c'est le sexe faible, ou après, au Moyen-Âge, on appellera les filles le sexe. Voilà, avec un X majuscule, c'est le sexe. C'est parce qu'on les ramène toujours aussi à leur sexualité. Alors, en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la question, pourquoi on a classer la société en d'un côté les bons et puis d'un côté les moins bons, les filles et les garçons. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Est-ce que ce sont les Grecs antiques? Un jour, un Grec s'est dit non, mais les femmes, elles ne valent rien. Pourquoi elles ont été déclassées? Pourquoi elles ont été dominées? Est-ce qu'à l'ère préhistorique, il s'est passé quelque chose? Alors, on peut penser, certains pensent, ce ne sont que des théories, bien sûr, qu'à la fin de l'ère préhistorique, quand les hommes préhistoriques sont devenus sédentaires, il y a plusieurs choses qui ont peut-être influé sur la domination masculine, c'est-à-dire que les hommes ont vu que les femmes avaient des règles. Et ces règles, bon, qui reviennent évidemment tous les mois, ça a pu effrayer les hommes. Avant, ça existait aussi exactement, mais là, quand on est devenu sédentaire, la vie a changé. Est-ce que c'est donc la peur du sang des femmes? Est-ce que c'est le fait que les femmes donc, étaient enceintes et que quand elles ont été sédentaires, eh bien, elles sont restées la femme au foyer? Est-ce que c'est cela? Parce qu'avant, on sait très bien que chez les hommes préhistoriques, les femmes, si elles étaient très agiles, elles allaient à la chasse. Hein. Ça, on nous a longtemps dit qu'elles restaient près du feu. C'est faux. Mais quand on est devenu sédentaire, ça a un petit peu changé. Et puis, il y a Françoise Héritier qui dit que peut-être que les hommes préhistoriques ont eu à un moment donné, quand on est devenu sédentaire, ont eu une certaine peur vis-à-vis des femmes parce qu'ils se sont aperçus qu'une femme, oui, pouvait enfanter une femme. Bon, ça, c'était normal, une femme donne une femme, mais que les femmes pouvaient enfanter des hommes, puisqu'elles pouvaient enfanter des petits garçons, et que les hommes préhistoriques, par peur, se sont dit, il faut qu'on maîtrise ces femmes qui ont du pouvoir, puisqu'elles peuvent donner aussi bien la vie à un homme et à un garçon. Peut-être que c'est cela, bon, mais on ne pourra jamais savoir, il faudra avoir une machine à remonter dans le temps. Alors maintenant que je vous ai un peu expliqué cela, on va pouvoir passer justement au fait de la domination masculine à travers donc de la soumission des femmes en imposant des non-droits ou des injonctions pour conserver justement le pouvoir ou les pouvoirs parce qu'on n'a pas voulu partager. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est qu'en Europe, jusqu'au 19e siècle, au début du 19e siècle, on ne pense pas égalité femmes-hommes, parce qu'on est dans une société, sous l'Ancien Régime, on parle en classe, en société, on y a le tiers-état, il y a le clergé et il y a la noblesse domine le clergé domine le tiers-état, on est toujours dans un état de domination, il y a toujours le seigneur domine ses sujets, l'évêque domine le curé, donc on n'est pas encore dans l'idée d'une égalité, ça va se mettre
très, très lentement en place, cette notion d'égalité. Ça va seulement apparaître à partir de la Révolution. Alors, quels droits ont été refusés aux femmes et qui ont laissé des traces dans notre société? Il y a des droits importants et puis des droits moins importants. Alors, le droit de cité dans l'espace public, oui, est-ce que les femmes ont été toujours bien acceptées dans l'espace public? Le droit d'aimer, est-ce que les femmes ont eu le même droit d'aimer que les hommes? Le droit de s'instruire, le droit d'accéder à certains métiers et à l'égalité salariale, le droit d'hériter de son père, d'hériter de sa mère, le droit de gouverner, on va voir qu'il y a une spécificité française qui marque encore notre société, le droit de voter, le droit de citoyenneté, et puis le droit de créer, c'est-à-dire d'être une créatrice dans les arts, sculptrice, peinteresse, comme on disait au Moyen-Âge, ou autrice ou auteur. Donc, on a plusieurs choses. Il faut savoir que chaque point pourrait faire l'objet d'une conférence. Donc, je vais faire assez court. Alors, je débute donc par la place de la femme dans la cité. Bon, cette notion, cette question de quelle est la place de la femme dans la cité, elle est apparue en fait dans les années 2000 pour les historiens et puis pour d'autres chercheurs. Donc, et on a en fait constaté que les villes, en effet, ont été conçues par des hommes, par les maires, par des princes, par des seigneurs, par des architectes, qu'il y avait peu de femmes qui ont organisé des villes, parce que c'était les lieux de pouvoir qui dirigeaient les villes. Alors oui, il y a eu quelques femmes architectes, en particulier dans les couvents, dans les grandes abbayes, les femmes intervenaient, les religieuses, l'abbesse pouvait intervenir dans les plans du couvent. Mais par exemple, on voit que la ville de Richelieu, dans l'Indre-et-Loire, elle a été conçue par un homme, Richelieu. Donc, dans les villes, on a toujours eu des hommes et des femmes à part égale, mais on constate en fait que la part des femmes, la place des femmes a été minimisée, que les femmes, elles sont là pour passer dans la cité, pour faire des courses, pour faire du commerce, pour aller voir les enfants, depuis le Moyen-Âge, hein, ça c'est une notion, mais que comme elles n'ont pas de rôle politique, elles ne peuvent pas vraiment rester dans l'espace public, alors que les hommes, ils peuvent rester dans l'espace public. La femme, elle doit rester à la maison. Évidemment, alors c'est totalement faux, puisque on sait parfaitement qu'il y a depuis toujours des vendeuses de rue, qu'il y a des lavandières, qu'il y a eu des prostituées dès le Moyen-Âge, qu'il y a des gouvernantes d'enfants. Enfin, il y a plein de femmes qui sont dans la rue, hein, qui travaillent dans la rue, qui doivent rester dans la rue. Or, il y a un petit détail qui veut dire beaucoup. Ce sont les WC publics. Un détail qui veut tout dire. Alors là, je vais vous lancer un quiz et après, je vais vous expliquer un peu. À quelle date pensez-vous que les femmes ont pu utiliser de WC publics? 1945, après la guerre, 1968, après 1968 ou 1980? Alors, Brigitte, juste avant de lancer le sondage, j'ai une petite question dans l'espace de discussion. La voici. Vous avez fait commencer l'Antiquité à la Grèce. Qu'en est-il des civilisations méditerranéennes plus anciennes, par exemple l'Égypte, où les femmes avaient un grand rôle, déesse pharaon? Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette question, mais l'Égypte n'a pas impacté d'autres sociétés européennes. Moi, j'ai pris ce qui a impacté notre société européenne, c'est-à-dire l'Antiquité classique et puis le christianisme. Mais après, évidemment, alors en plus, je ne suis pas spécialiste donc du nord de l'Afrique, voilà, des pays du Maghreb, mais on peut se poser la question, dans tout le monde, si vous voulez. Donc, mais c'est une bonne réflexion. Bien sûr qu'il y a eu des zones où les femmes avaient droit de cité ou qu'elles pouvaient gouverner, bien sûr. Mais moi, je vais vous parler de la France, de l'Europe. Voilà. Merci. Donc maintenant, je vais passer au sondage. Je vais lancer le sondage. Alors, je lance le sondage. À quelle date les femmes ont-elles pu user de WC public? Donc, on a 75% des votants et des votantes qui pensent que les femmes ont pu user de WC public en 1968. Alors, en fait, c'est 1980. Et ça s'explique, je vais vous expliquer l'histoire des WC publics, parce que ça a l'air d'être un détail, mais c'est très important. En fait, on sait que dès l'Antiquité, il y avait des WC dans les rues qui étaient réservés aux hommes pour uriner. Je parle pour uriner. Donc les Romains. Et puis au Moyen-Âge, dans les villes, il y a également
des lieux qui sont spécifiques aux hommes. En fait, ce sont des énormes tonneaux dans lesquels il y a de la sueur et les hommes peuvent uriner dans la ville. Donc, évidemment, ces gros tonneaux n'étaient pas pratiques pour une femme. Je veux dire, en plus, elles ont leur robe. Donc, les hommes peuvent uriner dans la ville. Au XIXe siècle, on va inventer les urinoirs, comme cela, vous pouvez le voir, donc toujours pour des hommes. C'est gratuit, mais il n'y a que des hommes qui peuvent fréquenter, donc les femmes sont écartées dans ces lieux. Alors, les Vespasiennes donc, vont durer jusqu'au XXe siècle. C'est comme si vous vouliez, on ne voulait pas que les femmes se rendent dans des WC publics parce que comme si on ne veut pas penser qu'une femme fait pipi. Il y a quelque chose par rapport à la pudeur. On ne veut pas penser à ce problème. D'ailleurs, les Vespasiennes ont été inventées par des hommes et donc culturellement, ils ont fait ça pour eux. Ils ont complètement oublié les femmes de toute façon parce qu'ils pensent que la ville, c'est vrai, est au service des hommes. D'ailleurs, les femmes, il y a des prostituées, il y a des maisons closes au XIXe siècle. C'est bien pour le service des hommes. Donc, c'est seulement en fait en 1980 qu'on va faire des sanisettes qui vont être mixtes. Et petit détail, ce n'est pas forcément amusant, mais ce qui vaut le détour, c'est que du moment où on va faire des WC mixtes, ces WC mixtes vont devenir payants. Parce que, bon, alors évidemment, c'est plus compliqué de faire des WC mixtes, il y avait de l'eau, mais on voit bien que ce détail est très, très intéressant pour ceux qui travaillent sur la place des femmes dans la cité. Alors maintenant, après ce détail assez révélateur, on va s'interroger sur un autre sujet, sur l'obligation faite à nos ancêtres, alors hommes et femmes, évidemment, de se marier depuis très longtemps. On va parler surtout de l'époque chrétienne, puisque chez les Grecs, les mariages, c'est un petit peu différent. Donc, cette obligation touche les hommes et les femmes, mais pendant très, très longtemps, les mariages ont été des mariages arrangés pour les deux sexes. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc, on va faire des mariages stratégiques. On parle de stratégie matrimoniale, c'est-à-dire qu'on unit deux personnes pour unir deux familles, pour unir des terres, pour unir des possessions, pour unir des finances. Donc, on voit bien qu'il y a très, très peu de bergères qui épousent des princes charmants. Ça, c'est vraiment dans les contes. Un roi épouse une fille d'une dynastie voisine pour justement soit agrandir le territoire de son royaume, soit obtenir d'autres choses. Quand le fils de Louis XI va épouser Anne de Bretagne, c'est pour agrandir, obtenir que la Bretagne soit ralliée à la France, au royaume de France. Donc ces mariages, en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'amour. Il n'y a pas d'amour réel. Alors, bien sûr qu'il y a eu des gens qui se sont aimés, qui se sont découverts, et puis il y avait une affinité, mais il y a quand même eu des gens qui étaient extrêmement malheureux. Et ces mariages, de toute façon, n'ont qu'un but, unir des familles et surtout procréer, parce qu'on ne peut procréer que dans le mariage jusqu'en 1960. C'est vraiment quelque chose, à partir de 1960, ça change. On peut se marier sans avoir envie de procréer. Donc, bien sûr que ces mariages arrangés, ils sont négatifs pour les filles et pour les garçons, ça c'est vrai. Mais il y a une différence essentielle, c'est qu'un sexe va être avantagé, c'est le sexe masculin. Pourquoi? Parce qu'un époux, on lui dit tu vas épouser cette fille, mais lui, il peut aimer à l'extérieur de son mariage. Il peut avoir une maîtresse et donc l'aimer. Il peut aller au bourdeau ou au bordel et puis avoir des relations avec une prostituée. Les rois, beaucoup de rois ont eu des favorites. Ils ont épousé des femmes sans forcément les aimer, même parfois en les détestant, mais ils ont imposé même des favorites à la cour. Donc on voit bien que c'est quand même une notion extrêmement différentes. Alors, je ne plaide pas pour l'adultère, mais je vous décris une inégalité. De plus, l'adultère féminin a toujours été beaucoup plus réprimé que l'adultère masculin parce que, évidemment, une femme, si elle trompe son mari et qu'elle a des enfants de son amant, ça va générer des gros problèmes au niveau de l'hérédité, au niveau de l'héritage. C'était même très sévèrement puni. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au XIXe siècle, donc Napoléon Bonaparte, avec son code civil,
propose ou impose que la femme mariée devienne une mineure, une femme mariée est mineure, une femme mariée reste sous la coupe de son mari, et si une femme mariée est adultère, elle va en prison ou au couvent et son époux peut disposer de sa dot. Il peut dilapider sa fortune et c'est lui qui va donner l'ordre de sortie de sa femme de la prison ou du couvent. Alors qu'un homme adultère au 19e siècle ne risque absolument rien, puisqu'il faudrait qu'il soit pris en flagrant délit. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçonnières au 19e siècle, parce que les maris qui avaient des maîtresses, eh ben, les installaient dans des garçonnières, c'est exactement ça. Et pour vous donner un exemple, Victor Hugo a été surpris en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée. Il est ressorti du studio de la femme mariée en étant libre, alors que la femme mariée a eu 2 mois de prison. Donc, vous voyez. Donc, mais au 19e siècle, la femme mariée, la propriété de son mari, elle perd même son statut de propriétaire. Et même si elle a des biens, elle n'est plus propriétaire. Donc, on voit bien que ces mariages arrangés, ça va provoquer évidemment de gros problèmes. Pour dire aussi sur le 19e siècle, c'est le siècle le plus misogyne qui ait existé. C'est un siècle extrêmement hypocrite, puisque c'est l'époque où on ouvre les maisons, où on redonne le droit à la prostitution, mais dans des maisons closes, il faut surtout cacher. C'est l'époque également du 19e siècle des robes boutonnées, donc toutes boutonnées de haut en bas pour les femmes de la bourgeoisie, et des corsets. Et il n'y a rien de plus sensuel qu'une robe toute boutonnée et qu'un corset. Donc, on doit dompter le corps des femmes au 19e siècle. Donc, vous voyez que c'est assez difficile. Alors, pour en finir avec le mariage arrangé, en 1803, il y a un article qui dit « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ». Or, on sait totalement que c'est faux, puisque s'il n'y avait pas de consentement, donc on aurait pu divorcer, puisque le divorce en 1803 existe. Mais c'est faux, puisque la bourgeoisie, l'aristocratie vont céder leurs filles contre de l'argent, contre des titres, contre des réseaux, des connaissances pour avancer. Alors, ils vont céder également des garçons, mais ça n'a jamais la même portée. Et puis, au 19e siècle, c'est la grande époque de l'entrée des agences matrimoniales qui vont donc entrer dans le jeu et qui vont trouver aux hommes riches des jeunes filles jolies et déshéritées, et ces filles doivent obéir. Donc, on voit bien que tous ces mariages arrangés sont une vraie catastrophe pour les hommes, pour les femmes. Le droit du mariage d'amour, c'est une norme sociale qui apparaît seulement au XXe siècle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mariages d'amour avant, hein, ça c'est évident, mais vraiment, jusqu'au XXe siècle, eh bien, on se marie toujours par raison, mais pas par passion. Alors, une fois mariée, la jeune femme, et puis le mari également, mais on parle des femmes, donc, doit devenir mère. Donc, c'est l'injonction faite à nos ancêtres féminines de devenir mère ou pas. C'est une injonction donc, qui apparaît fortement depuis le début du christianisme, procréer, croisser, il faut faire des petits-enfants. Et donc, la société, en effet, va imposer aux femmes le devoir de devenir mère et va refuser aux femmes le droit de ne pas l'être. C'est-à-dire que la femme, c'est un véritable diktat de la société contre la volonté de disposer de son corps comme on l'entend. Et il y a des tas de petites phrases qu'on entend encore aujourd'hui. Il ne faudrait pas trop tarder. Tu n'es pas une vraie femme si tu n'as pas connu la maternité. La maternité, ça révèle ta féminité. Tu vas tout comprendre ou tu es égoïste. Donc, c'est une injonction culturelle que l'on retrouve dans beaucoup de pays. Alors, avant de continuer sur ce thème, je vais vous poser la question aujourd'hui. Quel est le pourcentage en Europe de femmes ne souhaitant pas d'enfants? Donc, on a la majorité des participants pensent que 20% des femmes ne souhaitent pas d'enfants. Oui, donc c'est ça, c'est en effet 20% des femmes en Europe
ne souhaitent pas d'enfants. Alors, il y a des différences entre les pays. En France, par exemple, on tourne environ vers les 13%. En Allemagne, on est au-delà des 20%. Donc, c'est pour ça que le pourcentage est à 20%. Donc, ça nous révèle qu'une femme n'a pas forcément envie de devenir mère. Bon, alors un homme, ça, c'est une autre question. La question n'était pas là-dessus. Donc, ce que je voudrais également vous dire, que c'est une injonction parce que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on pose souvent aux petites filles la question, quand tu seras grande, tu veux combien d'enfants? On repose rarement cette question à un petit garçon. Donc, la maternité est un passage obligé pour les femmes mariées. Je vous parle autrefois. Toute femme mariée doit enfanter, sauf les religieuses. Pourtant, les religieuses, elles sont mariées à Dieu, mais elles, ce sont les seules femmes qui avaient la bénédiction de la société, justement, pour ne pas enfanter. Et au XIXe siècle, il y a un médecin qui nous rapporte, quand la femme refuse la maternité, quand elle la limite, quand elle la supprime, elle ne mérite plus ses droits, la femme n'est plus rien. Donc la femme qui prend des contraceptifs ou qui avorte ou qui ne veut pas être, elle n'est plus rien. Elle est volontairement stérile. La femme tombe au rang de la prostituée, de la fille de joie dont les organes sont des jouets obscènes. C'est-à-dire qu'il dit, oui, les femmes qui sont mariées mais qui ne veulent pas d'enfants, mais qui ont des relations sexuelles, ont des rapports sexuels pour le plaisir. Or, pendant très longtemps, ça a été... Donc, une femme qui ne veut pas devenir mère, on l'appelle, un terme pas forcément très joli, nullipare, mais elles ont toujours été très mal vues. En revanche, et c'est là où il y a un paradoxe à cette injonction de devenir mère, qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 70, il y a des femmes qui étaient mères qui étaient très, très montrées du doigt. C'était les filles mères. Bon, ce terme, aujourd'hui, on ne l'emploie plus. C'est complètement désuet en France ou en Europe. Donc, mais une fille célibataire, une mère célibataire, c'était autrefois au Moyen-Âge, c'était une pécheresse, c'était une fille perdue. Donc, d'ailleurs, sur les registres paroissiaux du XVIe siècle, quand une fille mère avait donné naissance à un enfant qu'on appelait un bâtard, l'enfant, on faisait un doigt sur l'enfant, sur le nom de l'enfant, pour montrer qu'il était bâtard. Donc, déjà, il était stigmatisé dès l'enfance et la mère était stigmatisée également. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait des infanticides pour être stigmatisés. Alors qu'un homme qui avait un enfant illégitime sans être marié, mais ça ne dérangeait personne. Donc là, également, on constate une inégalité. Alors, après cette approche physiologique, celle du non-droit de disposer de son corps, on va s'intéresser à un non-droit refusé aux petites filles, un non-droit essentiel, c'est instruire les filles. Pourquoi faire? Les éduquer, oui. Les instruire, beaucoup trop dangereux. Alors, beaucoup trop dangereux pour qui? Pour les hommes. Alors, avant, une petite précision, c'est qu'il y a toujours eu des exceptions. Bien sûr qu'il y a eu des filles qui ont été éduquées par leur famille, mais ça reste quand même des exceptions. Sous l'Antiquité païenne antique, l'instruction des filles n'existait pas vraiment. Elles étaient plutôt éduquées aux travaux ménagers, afin d'être une bonne épouse, de savoir mener sa maison. Alors, on pouvait leur apprendre à compter pour justement tenir les comptes. Mais on sait qu'il y a des filles qui étaient éduquées chez les Grecs, puisque Sappho, la poétesse du 7e siècle, évidemment, avait appris à lire, à écrire, à compter, et puis à réfléchir. Et puis, on sait qu'il y avait des femmes philosophes dans l'Antiquité. Avec le christianisme, donc, comme les filles ne sont pas valorisées, eh bien, les filles, on va à nouveau les cantonner à la maison, et les garçons, l'instruction, c'est pour les garçons. Les filles, donc là, on va vraiment leur interdire d'apprendre. Et c'est sans doute le non-droit le plus pervers, finalement, vis-à-vis des filles. Parce qu'une fille qui va à l'école, elle va pouvoir se débrouiller. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont créer des petites écoles en dehors de l'État. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que les écoles primaires, dès le Moyen-Âge, l'instruction est dans la main de l'Église en Europe. L'Église, elle a un pouvoir extraordinaire en Europe jusqu'au XIIIe siècle, XIVe siècle, et encore par la suite, mais dès le départ, à partir du IVe siècle, elle va imposer sa pensée,
Elle va imposer également la pensée grecque en la transformant, parce qu'elle a bien compris une chose, c'est qu'il y a plein de royaumes, il y a des espaces donc territoriaux où les gens se battent, où les gens parlent des langues différentes, où ils ont des traditions différentes, où ils mangent différemment. Mais l'Église, ce qu'elle va faire, elle va unifier donc l'Europe, justement par la prière, par la croyance. Et c'est pour ça qu'elle va avoir un pouvoir extraordinaire et qu'elle va dire, on éduque, on instruit les petits garçons, mais on n'instruit pas les filles. Et donc, quand Charlemagne, au 8e siècle, on n'a pas inventé l'école, l'école existe avant, mais Charlemagne va dire, il faut ouvrir des écoles pour les enfants donc, de mon royaume. Donc, les curés doivent ouvrir des écoles, mais ce ne sont que des écoles pour les garçons. Pourquoi? Parce que Charlemagne et l'Église, ce qu'ils veulent, c'est envisager l'avenir, c'est-à-dire que ces enfants qui vont aller à l'école deviennent des fonctionnaires, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, des recenseurs, des administrateurs. Donc, ce ne sont pas des filles qui peuvent faire ces travaux-là. C'est pour ça que les écoles vont être réservées aux garçons. Au cours des siècles, l'instruction donc va poser, on va s'intéresser, il y a quand même des gens qui vont s'intéresser à l'instruction des filles, comme Christine de Pisan, qui va dire qu'il faudrait que si les femmes allaient à l'école, elles seraient capables de faire ce que font les hommes, mais ça va être extrêmement refusé, l'école, donc je parle déjà de l'école de l'instruction. Pourquoi? Parce que au XIIe siècle, il y a une histoire un fait divers qui va marquer les esprits, un fait divers réel, c'est l'histoire d'Héloïse et Abélard. Héloïse, à 16 ans, elle a suivi des études, elle est extrêmement instruite, et à 16 ans, sa famille dit, il faudrait qu'elle suive les cours du grand savant, du grand philosophe théologien Abélard, donc qui a à peu près 15 ans de plus qu'elle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, oui, elle va prendre des cours avec Abélard, elle va apprendre beaucoup de choses, mais surtout, ils vont tomber fous amoureux, ils vont avoir une relation passionnée, une relation sensuelle, une relation sexuelle, si bien que ça va être découvert et Abélard va en payer le prix fort puisque lui, il va être châtré. Et Héloïse va être placée au couvent et donc elle va lui écrire des lettres. Donc, à partir de cet exemple très particulier, qui c'est un exemple, mais la société va s'en emparer et tout le monde va dire, mais on voit ce qu'une fille instruite mène la société à sa perte. Donc non, les filles doivent rester à la maison. Alors, on sait, bien sûr, que dans la bourgeoisie, la noblesse, et chez les artisans, par exemple, les filles apprenaient quand même à lire et à compter. Mais quand on allait à l'école, à cette époque-là, une fillette, elle allait à l'école 3 semaines. Et puis, on lui apprenait l'alphabet en 3 semaines. Hein, c'était comme ça. Et puis, tous les ans, donc, c'était pas du tout… Les petits garçons pouvaient aller à l'école un peu plus longtemps. Donc, on voit bien qu'il y a une différence. Et puis, au XVIIe siècle, il y a quand même des couvents, en particulier les Ursulines non cloîtrées, qui vont avoir de l'empathie pour les petites filles les plus pauvres et qui vont ouvrir des petites écoles, justement, uniquement pour les filles. Et au XVIIe siècle, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est la contre-réforme, c'est-à-dire qu'au XVIe siècle, il y a eu la réforme, et les protestants, eux, veulent faire lire les petites filles, veulent que les petites filles sachent lire et écrire. On ne dit pas qu'il faut qu'elles sachent plein de choses. Pourquoi? Mais parce que les pasteurs vont épouser des femmes, les pasteurs peuvent se marier, et la femme du pasteur doit donner des cours de catéchisme. Donc, elle doit apprendre à lire la Bible aux enfants, aux petits protestants. Donc, que vont faire les catholiques? Ils vont faire la même chose, ils vont dire la contre-réforme, c'est faire aussi bien que les protestants. C'est pour ça qu'au XVIIe siècle, on va accepter que des couvents ouvrent des petites écoles. Mais on n'y apprend pas les maths, hein, parce que pourquoi? Parce que les maths, on le dit très 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 tôt, l'esprit féminin ne peut rien comprendre aux maths. Hein. Donc, il y a ce qu'on appelle la querelle des femmes. Alors, la querelle des femmes, ce ne sont pas des femmes qui se crêpent le chignon, c'est un discours qui apparaît à partir du XIVe siècle, c'est un débat littéraire entre les défenseurs des droits des femmes et les défenseurs des droits des hommes, c'est-à-dire que les misogynes contre les défenseurs, les féministes, ces termes-là n'existent pas, ce n'est pas encore cette notion, mais les défenseurs des femmes, donc dans des livres, disent, mais si les filles allaient à l'école, elles feraient aussi bien que nous, mieux, c'est toujours ça, elles feraient mieux que nous. Donc on voit bien que certains ont conscience que l'école, c'est quand même extrêmement
intéressant. Mais ce droit, ce non-droit de l'école, de la petite école, l'école primaire, il va rester vivace jusqu'en 1789 et on le voit apparaître d'ailleurs dans les cahiers de doléances. Dans les cahiers de doléances, les femmes demandent que les filles aillent à l'école justement pour ne pas tomber dans la prostitution. Alors, en 1793, il va y avoir en effet un décret qui va dire que les filles peuvent apprendre à lire, à compter, à écrire. Le seul petit souci, c'est qu'après la Révolution, la France, elle est exempte. On a aidé les États-Unis, on n'a plus d'argent dans les coffres. Hein. C'est pour ça que tout va mal en France. Et donc, ce décret dit les filles peuvent apprendre à écrire, peuvent aller à l'école, mais à une condition, c'est qu'elles ne soient pas dans les mêmes écoles que les garçons. Donc, il faut faire des écoles pour filles et pour garçons. Et évidemment, dans les villages, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, qui va-t-on privilégier? Eh bien, on va à nouveau privilégier les garçons. C'est seulement en 1833, avec la loi Guizot, qui va autoriser la mixité en cas de besoin. Donc, on voit que dans des écoles, en effet, dans des écoles primaires, eh bien, dans la salle de classe, on met un grand rideau, on met d'un côté les garçons et d'un côté les filles. Hein, on ne va pas mettre tout le monde, donc en même temps. Et en fait, l'État n'est pas passionné par l'instruction des fillettes. En 1860, il y a 15 000 écoles pour filles contre presque 40 000 pour garçons. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une petite différence. En 1882, c'est seulement là que la loi, donc l'enseignement primaire public devient obligatoire. Donc là, ça va quand même faire évoluer les choses. Mais vous voyez, il aura fallu beaucoup de temps pour y arriver. Alors, quant à l'enseignement secondaire, il faut savoir que l'enseignement secondaire, à partir de 1808, donc après la Révolution, c'est la création des lycées masculins, donc pour garçons, avec en bout des cours, donc le passage du baccalauréat. Donc, c'est que pour les garçons, hein, en 1808. Et les filles, elles vont attendre très longtemps, puisque c'est seulement en 1881 que les premiers lycées vont apparaître, suite à la loi de Camille C en 1880, sous le mandat de Jules Ferry. Et donc, on va là créer des lycées pour filles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, à quelle date en France les filles ont-elles pu enfin véritablement passer le baccalauréat? Donc, 1881, 1900 ou 1924. Alors, excusez-moi Brigitte, juste avant de passer au sondage, on avait une petite question. Quid des béguinages? Je ne sais pas si je le dis bien. Des béguinages, oui. Alors, les béguinages. Alors, la question, c'est quoi la vraie question? Parce que, oui, les béguinages, ce sont des femmes qui, dont certaines étaient très érudites, en particulier Marguerite Porete, hein, qui va le payer très cher, puisqu'elle va être brûlée pour avoir osé écrire un livre. Donc, les béguinages, ça naît en Allemagne au XIIIe siècle, si je m'en souviens bien, et puis en Europe du Nord. Ce sont des lieux ou des femmes qui ne veulent pas être religieuses, mais qui ne veulent pas non plus se marier, ou alors des veuves, qui vont se réunir en communauté. Et oui, et là, elles peuvent… alors, toutes les béguines ne savaient pas forcément ce que savait Marguerite Porete. Hein, donc, les plus grandes béguines, évidemment, étaient très instruites. Mais on trouve donc… des béguinages dans les pays du Nord et en Allemagne, mais elles ont été extrêmement ensuite exterminées, parce que justement, elles étaient trop indépendantes, elles voulaient vivre libre. Vivre libre, ça veut dire travailler pour elles, et puis recevoir aussi, peut-être éduquer des petites filles. Et puis après le XVIIe siècle, il y a de nouveaux béguinages qui vont se recréer, comme celui de Bruges, hein, qui est très ancien. Enfin, il y en a aussi en France. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je réponds à la question, parce que le béguinage, c'est toute une conférence. Bon, alors, on va passer au quiz. Donc, à quelle date en France les filles ont-elles enfin pu véritablement passer le baccalauréat? Donc, je lance le sondage. Donc, une très grande majorité des participantes ont voté pour 1924. Eh bien, ils ont raison. Alors, bien sûr, il y a eu des cas particuliers avant, hein, comme Julie Daubié ou Madeleine Bress. Alors, donc c'est très bien, hein, là, les gens suivent, ils sont cultivés. Donc, Camille C, donc,
c'était pas un féministe, hein. Il fait des lycées pour filles, mais voilà ce qu'il explique. Je ne veux pas faire de femmes avocates et je me soucie médiocrement d'avoir des femmes médecins. L'enseignement dans les lycées de jeunes filles sera bien entendu dégagé de tout ce qui, dans les lycées de garçons, est enseigné en vue de préparer les jeunes gens, donc les jeunes garçons, à une carrière spéciale. Alors, pourquoi dit-il ça? Eh bien, parce que dans les lycées de filles en 1881, donc alors la création des lycées féminins, ça a créé des discours extraordinaires, hein, c'est vraiment fantastique. Eh bien, justement, dans ces lycées de filles, le programme des filles n'est pas le même que pour les garçons. Donc, ils ne mènent pas au baccalauréat, puisqu'il n'y a pas de latin ou pas de grec, et puis souvent pas de philosophie. Donc, celles qui ont passé le bac, comme Julie Daubier ou Madeleine Bress, en fait, elles l'ont passé en candidate libre avant, en 1861. Donc, il y a une femme qui passe son bac en candidate libre et il y a 7000 garçons qui ont le bac. Donc, vous voyez, vraiment, les filles ont du mal de passer le bac. Donc, en effet, c'est seulement en 1924 que les filles peuvent légalement, je dirais, passer leur bac, puisqu'en 1924, les programmes des lycées de filles ont été l'équivalent des programmes des lycées de garçons. Et le baccalauréat, c'est extrêmement important, donc elles vont pouvoir passer le baccalauréat, elles vont l'avoir, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que le baccalauréat, ça ouvre un sacré sésame, ça ouvre les portes de l'université. Et l'université, les filles en ont été rejetées depuis très très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'université, en Europe, les premières universités apparaissent au XIIe siècle, ce sont des créations par l'Église. C'est l'Église qui a la main. Après, ça va un petit peu se laïciser, mais l'Église est toujours présente et l'Église va refuser totalement les femmes dans les universités. De toute façon, elles ne pouvaient pas faire d'études, hein. Donc, alors, il y a quelques femmes qui ont fait des universités. Il y en a 2, je crois, en Italie au XVIe siècle, hein. Alors, pourquoi l'université s'est interdit aux femmes? Il y a tous des discours dès le Moyen-Âge, parce que l'université, c'est le lieu de la raison, c'est le lieu de la sagesse. Or, les femmes sont démunies de raison et démunies de sagesse. Elles sont animées par leur passion, par leur passion sexuelle. Et si les femmes viennent sur les bancs de l'université, ça va être la pagaille. Entre nous, au Moyen-Âge, c'était déjà la pagaille sans les femmes sur les bancs de l'université. Les étudiants étaient extrêmement actifs. Donc, c'est un lieu masculin qui va rester masculin jusqu'en 1789. Et de toute façon, les universités avaient été créées par l'Église pour former ce qu'on appelle aussi des grands fonctionnaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église a formé le clergé, constitué de 2 sortes de personnages. Ceux qui font partie du clergé, les curés, du curé au pape, et puis la clergie, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans l'Église, mais qui ne prononcent pas de vœux, qui ne portent pas la tonsure, qui peuvent avoir des relations sexuelles, mais qui suivent des études pour devenir conseiller des rois, pour devenir administrateur. Donc, l'Église, en fait, tient tout le monde quelque part, hein, grâce à ces universités. Donc, c'est vraiment un lieu masculin. Les universités en France vont fermer à la Révolution. Pourquoi les révolutionnaires ferment les universités? Parce que c'est trop le symbole de l'Ancien Régime. Et puis très vite, il va falloir réouvrir en 1808. Comme il y a des lycées masculins, on va réouvrir les universités. Mais on va interdire aux filles d'y rentrer, puisque l'université contemporaine, même si c'est du 19e, va former donc à des professions émérites interdites aux femmes au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et qu'est-ce que sont ces professions interdites? C'est avocate, c'est médecin, c'est juge, c'est notaire. Pendant très longtemps, c'est un non-droit. Les femmes ne peuvent pas être médecins. Autant au Moyen-Âge, il y avait des femmes qui étaient soigneuses, mais elles n'étaient pas médecins, hein, mais elles pouvaient soigner. Là, au XIXe et au XXe siècle, non, une femme… Madeleine Bress, c'est un cas particulier. Elle a beaucoup travaillé, elle a passé en candidature libre, elle a eu la chance d'avoir un mandarin qui l'a écoutée, elle était également mariée, je crois, à un médecin, donc on voit bien que c'est un peu différent. C'est le cas qui confirme, c'est l'exception qui confirme la règle. Alors, pourquoi les universités sont fermées aux femmes au XIXe siècle? Parce que les mandarins ne veulent pas, et les étudiants non plus. Alors, en médecine, par exemple, les
enfin les étudiants, mais de toute façon, les femmes, elles ont peur du sang. Les femmes, elles ont peur des blessures. Si elles voient des blessures, elles vont tomber dans les pommes. Les femmes, elles ont peur des abcès. Et puis, les femmes, elles ont leurs règles, donc elles vont être malades. Et puis, quand elles ont des grossesses, elles ont un gros ventre, elles ne peuvent pas toucher les patients. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se passer. Bref, les femmes seraient trop fragiles moralement et physiquement. Et puis, les mandarins disent, mais si elles veulent soigner, ben, elles n'ont qu'à être infirmières. Donc là, une femme peut être infirmière, le sang, tout ça, quand on est infirmière, ça fait plus peur. Donc, on voit bien qu'il y a quand même un vrai refus de ces femmes on ne veut pas qu'une femme porte le titre de docteur en médecine. Pour la pharmacie, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on dit, oh non, mais elles vont avoir des produits dangereux. Mais par contre, une fille dans une pharmacie, elle peut tenir la caisse. Et puis, en droit, alors là, les métiers du droit, ce sont des métiers très nobles. Hein, autrefois et encore aujourd'hui, c'était réservé autrefois à la grande bourgeoisie, on restait dans l'entre-soi. Et en droit, une femme avocate, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle va pas venir plaider, elle va pas venir se donner en spectacle, rencontrer des assassins, mais c'est n'importe quoi. Donc, on voit bien que tous ces universitaires et les étudiants vont refuser de partager le pouvoir et les honneurs. C'est seulement en 1900 que les femmes vont pouvoir plaider, en 1946 qu'elles vont pouvoir être juges, et puis en 1948 qu'elles vont être notaires. Donc, on voit que ça va être difficile. Alors, aujourd'hui, il est vrai que ces professions réservées aux hommes, elles ont été partagées, puis aujourd'hui, elles sont féminisées. Hein. Il y a beaucoup d'avocates, il y a beaucoup de docteurs, donc ce qui nous prouve que les femmes peuvent égaler les hommes. Alors, pour continuer sur notre chemin, on va s'intéresser au fait qu'en France, on a longtemps interdit aux femmes de régner. Alors, ça va être très particulier. Il y a un cas très particulier à la France. On va en effet s'interroger sur le refus d'accorder aux femmes le droit de régner, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir. Hein. Pas d'être reine, mais d'avoir le pouvoir, c'est très différent. Donc, en effet, les femmes sont impropres à la vie publique, ça veut dire à la vie politique. Alors, avant d'expliquer justement ce problème français en matière de politique, il faut déjà s'attacher à un phénomène plus réduit, c'est-à-dire au niveau de la famille, l'héritage familial, pour bien comprendre par la suite le refus du partage politique. En France, en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit d'hériter, eh bien, il y avait un droit d'aînesse, alors dans d'autres pays également, hein, qui était réservé aux fils aînés. Donc, c'est très, très lié à la Bible, ça, hein, puisque dans la Bible, il y a le droit d'aînesse. Donc, dans de nombreuses coutumes de régions, de villes, donc, le fils aîné était avantagé, même s'il y avait une fille avant lui. Hein. La fille, eh bien, soit on l'envoyait au couvent, soit on la mariait avec une petite dot. Et c'était le fils aîné qui recevait la majeure partie des biens de la famille. Et les autres, alors s'il y avait des autres frères, eh bien, on pouvait leur donner quelque chose quand même, hein, mais le plus gros allait au fils aîné. Donc, c'était injuste. Alors, pourquoi? Pour éviter l'appauvrissement de la famille, justement, pour préserver. Si on a 12 enfants et qu'on partage, ça ne va plus. Donc, en France, quelle est la date de l'abolition du droit d'aînesse? 1792, 1804, 1849. Donc, les réponses vont en majorité pour 1849. Alors, c'est juste, mais il y avait deux réponses dans cette question. En 1792, les révolutionnaires mettent fin au droit d'aînesse. Mais Napoléon revient en 1804 et lui va rétablir ce droit d'aînesse. Et c'est seulement en 1849 que le droit d'aînesse va être aboli. Et à partir de 1849, les filles et les garçons peuvent hériter de la même manière. Il n'y a que les enfants illégitimes qui ne peuvent pas hériter de cette façon. Donc, on va continuer. Je vais juste vous parler un petit peu de la loi salique en France, parce qu'en France, on a une spécificité bien française, c'est qu'on a écarté les femmes du trône de France. C'est-à-dire qu'à partir du XIVe siècle,
il faut savoir que depuis l'an 1000, on va dire, jusqu'au XIVe siècle, on parle du miracle capétien, c'est-à-dire que quand le roi mourait, il y avait toujours un fils héritier. Donc, on n'a eu que des garçons, donc c'est ça qu'on appelle le miracle capétien. Et puis, en 1314, Philippe le Bel va mourir, il a 3 fils, donc c'est très bien, et puis il a une fille. Donc, à sa mort en 1316, en 1314, il meurt, son premier fils devient roi. Il est marié, il a une fille, mais il meurt 2 ans après, et donc théoriquement, ça devrait être sa fille qui va hériter. Mais ses frères vont prendre la place de la petite fille, de la première fille. Son deuxième frère donc, va également mourir très vite, et puis donc le troisième frère va également prendre la place de la petite fille. Donc, il va également mourir très vite. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, on voit que les filles vont être écartées du royaume de France. Le problème, c'est que c'est pas marqué, c'est pas acté dans les lois royales. Donc, il y a des juristes qui ne veulent surtout pas que les filles reviennent au pouvoir, donc qui vont dire, bon, ben, dorénavant, le trône sera toujours donné à un garçon. Une femme ne peut pas devenir reine. Une femme peut être reine, c'est-à-dire l'épouse du roi, et le roi, c'est le roi. Alors, comment ils vont faire? Ils vont reprendre une loi qui existe donc sous Clovis, qui s'appelle la loi salique, donc c'est un article, et cette loi, elle dit, alors sous les Mérovingiens, les filles et les garçons pouvaient hériter de la même manière, il n'y avait pas de privilégiés. Il y avait seulement une petite différence, c'est que les filles héritaient plutôt de terres qui étaient protégées, où il n'y avait pas besoin, si vous voulez, de militaires pour aller les défendre. Les garçons, ils obtenaient plutôt les terres autour, puisqu'ils pouvaient être militaires. Donc, à un moment donné, dans les Mérovingiens, on dit, ben oui, les filles ne peuvent pas hériter des terres antiques, on va dire, voilà. Et justement, eh bien, au XIVe siècle, les juristes vont reprendre cette loi et cet article et ils vont dire les filles ne peuvent pas hériter du royaume de France. Et à partir du moment que c'est acté, eh bien, c'est pour ça qu'il n'y aura plus de descendance par les femmes. Et ça va être extrêmement important. Donc, il va y avoir si par exemple cette loi n'avait pas eu lieu, Louis XI, qui a eu 3 enfants, il a eu d'abord une fille qui s'appelle Anne de Beaujeu, puis ensuite il a eu Jeanne, je l'ai mise, Jeanne de France, qui est morte à Bouc, et puis il a eu un fils. Théoriquement, ça aurait dû être Anne, qui était extrêmement brillante, qui aurait dû régner. Eh bien non, en fonction de cette loi salique, c'est Charles VIII qui va être roi, qui va mourir très très vite, et donc la dynastie va être terminée de Louis XI, puisque en fait c'est le mari de Jeanne de France Louis XII, qui va devenir le roi de France. Donc si la loi salique n'avait pas été imposée en France et avait écarté les filles du trône, il n'y aurait pas eu de Louis XIV, il n'y aurait pas eu de Louis XIII, il n'y aurait pas eu de Louis XV, il n'y aurait pas eu de Louis XVI. Vous voyez, donc ça a changé. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette loi salique, elle va modifier notre perception des femmes dans la politique en France. Et puis, c'est pour ça qu'on va les interdire du droit de vote, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas faites pour la politique. Donc, on va également voler la révolution aux femmes, alors que les femmes, elles ont participé à la révolution. C'est pour ça qu'on va faire la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et on pense, d'ailleurs, Eliane Guénaud, qui est spécialiste de la loi salique, pense que justement, ça a beaucoup impacté notre société. C'est pour ça également qu'en 1792, le suffrage universel, c'est le suffrage universel sans les hommes, sans les femmes, et le droit de vote va être accordé aux femmes en 1944. Et donc, il y a le dernier quiz. Donc, la grande majorité des participantes et participants se prononcent pour le 1945. Alors là aussi, il y a 2 réponses. Évidemment, en 1945, puisque le droit de vote a été donné en 1944, on peut voter, les femmes peuvent voter et peuvent être éligibles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1849, alors que c'est totalement interdit, il y a une femme qui va se présenter, qui s'appelle Jeanne de Rouen, qui va dire « je veux être députée ». Elle va faire campagne pendant 3 mois. On va la moquer, en particulier Joseph Proudhon, qui va lui dire la femme doit être au foyer. Proudhon, c'est vraiment le grand misogyne du 19e siècle. Et donc, elle s'appelle Jeanne de Rouen. Et ensuite, évidemment, elle va retirer sa candidature puisqu'on va lui dire c'est illégal. Mais donc, on voit déjà qu'au 19e siècle, les choses sont en train de changer. Alors, je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas faire l'histoire de la peinture. Ce que je voulais préciser pour terminer,
c'est qu'on voit bien que les femmes ont été écartées de beaucoup de choses. On voit bien également que le masculin l'a souvent emporté sur le féminin. C'est une chose qu'on nous répète encore actuellement, puisque c'est une règle de grammaire qui est apparue seulement au XVIIe siècle. Il faut savoir qu'avant, ça n'existait pas, cette règle de grammaire. S'il y avait 15 filles et 3 garçons, eh bien, on conjuguait au féminin, si on mettait des adjectifs. Si on demandait à une femme « êtes-vous heureuse ?», elle ne disait pas « je le suis », mais « je la suis ». Donc, on a quand même beaucoup modifié la façon de penser des femmes et des hommes par justement ce masculin qui va l'emporter sur le féminin. Alors, pour terminer, donc, on voit bien que les femmes ont été écartées depuis l'Antiquité des secteurs soi-disant réservés aux hommes en raison justement de leur physiologie, de leur biologie. Or, comme le disait Jenny Dericourt, donc une femme du XIXe siècle, ni la biologie ni la physiologie ne justifient l'inexistence sociale, l'infériorité déclarée de la femme, ni la domination de l'homme. Le refus du partage et d'égalité est lié à un conditionnement religieux et culturel. C'est ce que disait donc Jenny Dericourt, qui était très en avance sur son temps parce qu'elle avait très bien compris, c'est la première quand même qui parle de la physiologie et de la biologie. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez quelques questions. Alors, effectivement, on peut peut-être se prendre 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Si certains et certains d'entre vous auraient des questions à poser à Madame Rochelandais, n'hésitez pas dans l'espace de discussion de noter vos questions, vos remarques. Alors, pour le moment, rien n'arrive. Je ne vois pas de… Je vais peut-être laisser le temps. Oui. Voilà, juste le temps, 30 secondes, voilà, si une personne a le temps de taper sa question. En parallèle, peut-être, Brigitte, vous voulez aller sur la dernière page du PowerPoint? Ah oui, alors justement, à la question tout à l'heure, oui, dans d'autres pays, par exemple l'Espagne, l'Angleterre et l'Autriche, là, on a des filles de rois qui sont devenues reines, donc la loi salique ne s'appliquait pas. Et ce qui est très intéressant, et Yann Thienot démontre que dans les pays justement où des filles sont devenues reines par héritage, eh bien les droits de vote ont précédé celui de la France. Et la féminisation de la politique s'est peut-être fait plus rapidement. Alors, pour le moment, je n'ai pas de questions qui arrivent. En tout cas, je me permets juste, je prends 30 secondes pour mettre un lien dans l'espace de discussion. Alors, ce lien vous emmènera vers une toute petite enquête qui durera 2 minutes, voilà, qui nous permettra de recueillir votre satisfaction concernant cette webconférence. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, voilà, pour aller remplir et nous donner votre avis. Avant de partir, en tout cas, on vous remercie. Serait-il possible d'avoir accès au diaporama? Merci beaucoup pour cette conférence. Alors, serait-il possible d'avoir accès au diaporama? Et merci beaucoup pour cette conférence. Donc, bon, on verra avec Madame Rochelandais concernant l'accès au diaporama. Dans tous les cas, on vous enverra un mail, voilà, pour vous tenir au courant. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette webconférence. Je ne sais pas, Brigitte, peut-être voulez-vous aborder, je crois qu'il y a une dernière page qui concerne je vais aller à mon… votre livre. Alors, qu'est-ce qui explique cette spécificité française? Alors, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui explique cette spécificité française plus rétrograde? Plus rétrograde. On ne sait pas. Les spécialistes, on se pose des questions. Pourquoi c'est été l'instant T quand Philippe le Bel est mort. Ses fils ont voulu le pouvoir. C'est le goût du pouvoir. Voilà. Et puis que tout le monde était d'accord pour écarter les femmes, mais on ne peut pas vraiment… Alors,
faut dire qu'il y avait, à cette époque-là, c'est aussi l'époque des belles-filles de Philippe le Bel qui sont accusées d'adultère. Or, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais donc, il y a plein de choses que la femme en France avait moins bonne presse peut-être qu'en Angleterre ou en Espagne. En France, quand il y a eu des régentes, parce que elle pouvait, par exemple, la mère de Saint-Louis, Blanche de Castille, oui, quand elle était régente, donc ça c'est avant la loi Salic, quand elle était régente, elle était une très très bonne régente, on l'a accusée d'adultère pour la faire, pour s'en débarrasser. Il y a énormément en France de alors en Angleterre aussi, hein, Henri VIII a fait décapiter deux de ses femmes, dont une était innocente. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose, mais en France c'est arrivé assez souvent. La légende noire des reines ou des régentes est quand même un fait français. Alors, j'ai une autre question sur le droit de créer. Effectivement, on n'a pas eu le temps d'aborder ce point. On peut peut-être très, très brièvement repasser dessus. Je ne sais pas, Brigitte. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, il y a eu des femmes créatrices. On sait que dans les grottes préhistoriques, on sait que les femmes peignaient, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître. Ça, c'est parce qu'au XXe siècle, quand on a trouvé ces grottes préhistoriques, on a tellement plaqué notre civilisation, notre culture sur les hommes préhistoriques qu'on a dit bah, c'est pas possible que des femmes aient fait cela. Or, on sait aujourd'hui, en analysant les mains qui sont posées sur les grottes, que des femmes ont dessiné. Donc, on sait aussi que dans l'Antiquité, il y a eu des femmes qui ont été peintres, qui ont été sculptrices, en particulier dans les ateliers de leurs parents. On sait également qu'à partir donc, du Moyen-Âge, il y a des femmes qui savent dessiner, mais on les empêche. Et alors au Moyen-Âge, en général, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. Donc, et dès qu'on va signer les œuvres, les femmes vont en être écartées et puis il va y avoir tout un discours qui va dire mais les femmes, elles ne sont pas faites pour l'art, elles ont des trop petites mains pour peindre, donc c'est trop difficile, ou alors il faut qu'elles peignent des petites fleurs ou des petits oiseaux, des petits sujets, et puis pour faire de la sculpture, elles ont des petites mains, donc elles ne peuvent pas prendre de gros ciseaux pour taper le marbre, ou bien alors elles vont abîmer. Il y a tout un discours autour des mains des femmes, donc on dit, non, elles vont abîmer leurs petites mains dans la terre glaise, mais on sait qu'il y a des contre-exemples. Par exemple, Elisabetta Sirani, qui, alors elle a vécu très peu de temps, elle est morte assez jeune, mais en Italie, elle a peint en 30 ans à peu près 170 toiles. Elle était très reconnue à son époque. Les couvents lui commandèrent des tableaux. Donc, elle a même ouvert une école de peinture pour les filles. Bon, comme Clara Schumann, qui était la femme donc, de Schumann et qui a été, après, son mari est mort bien avant elle, mais elle a composé 40 œuvres. Et puis Marguerite Gagneur, ce n'est pas sa photo, mais c'est une sculpture qu'elle a faite. Elle est de ma région. C'était une fille dans une famille très républicaine. Elle était fille unique et elle s'est lancée dans la sculpture et elle a fait 200 bustes qui ont été exposés donc, partout en France. Donc ce que je veux dire, c'est que vous voyez, ces femmes, elles ont eu du talent. Et puis, elles ont été reconnues à leur époque. Puis ensuite, elles ont été oubliées. Alors, j'aurais dû mettre oubliées, et puis critiquées. Et puis aujourd'hui seulement, on les reconnaît, on sait ce qu'elles ont fait. Donc, on voit bien qu'on a quand même du mal à comprendre que les femmes peuvent aussi avoir du talent. Alors, je ne vois pas d'autres questions arriver dans l'espace de discussion. Les participantes commencent à nous quitter. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le petit lien que je remets pour que vous puissiez nous donner, ça prendra que quelques secondes, votre avis sur cette webconférence. Dans tous les cas, on a plein de personnes qui nous remercient pour cette conférence très enrichissante. Nous vous remercions à notre tour d'avoir participé à cette conférence. Donc,